Bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage pendant une demi-heure. Nous allons revoir et surtout commenter les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Buisson. Bonsoir, je vous en prie, installez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire socialiste de Libourne. Et vous n'allez pas me contredire si je vous dis que l'actualité cette semaine a été marquée par la politique, ou plutôt par des politiques en déplacement dans la région. Hier et avant-hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en Gironde. Il s'est rendu à Bordeaux où il a annoncé l'arrivée prochaine de 140 policiers supplémentaires. Puis il est venu chez vous, à Libourne, et là aussi, vos forces de sécurité vont être renforcées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, vous savez que Libourne est devenue l'une des plus grandes villes de France à passer en zone gendarmerie. C'était il y a 10 ans. Et on ne souhaitait pas forcément. Aujourd'hui, on est content d'avoir les gendarmes, mais on a perdu en nombre d'effectifs. Et donc, Gérald Darmanin a souhaité renforcer le nombre d'effectifs de gendarmes, une dizaine, sur Libourne, sur Castillon, sur Sainte-Foy et Pineuil. Et j'en suis heureux parce que en principe, le vrai métier de la gendarmerie, c'est d'évoluer plutôt en zone rurale. Libourne a une délinquance plutôt de typicité urbaine. Et donc, il fallait renforcer les effectifs de gendarmerie de Libourne, et j'en suis heureux. Justement, sur cette question de la délinquance, avec les communes que vous venez de citer, donc Castillon-la-Bataille, Pineuil et Sainte-Foy-la-Grande, votre commune a été classée en janvier dernier quartier de reconquête républicaine. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Franchement, quartier de reconquête républicaine, c'est un label pas très sexy d'abord, et puis qui ne s'applique pas véritablement au territoire. Nous en avons parlé avec le ministre. Ce n'est pas les quartiers nord de Marseille, ce n'est pas les Minguettes. Donc il voulait envoyer un signe en zone gendarmerie, et en particulier dans cette compagnie qui est l'une des plus grandes compagnies de France, cette ville de Libourne qui est l'une des plus grandes villes de France à être en zone gendarmerie et qui manquait d'effectifs. Il a profité de cet outil pour renforcer le nombre d'effectifs. Mais il est vrai qu'il y a des problématiques de délinquance, peut-être moins ici qu'ailleurs, mais il y a des problématiques de délinquance à Libourne. Lesquelles ? Quels sont les phénomènes qui se produisent ? On a aux abords des établissements scolaires du trafic de shit, on a des problèmes d'errance, on a des problèmes d'incivilité, on a des problèmes de quad, par exemple, c'est arrivé le week-end dernier, donc qu'il faut traiter. Mais on voit bien que ce sont des problématiques de la délinquance urbaine, ce n'est pas de la délinquance rurale. Et donc, pour la gendarmerie, c'est bien d'avoir des effectifs nouveaux. Alors, quelques jours avant le passage du ministre de l'Intérieur, Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, était à Bordeaux. Alors, officiellement, elle a participé au 93e bureau de l'Association internationale des maires francophones. Je dis officiellement parce qu'entre nous, elle avait comme un air de campagne, cette visite, non ? Je crois qu'elle était prévue de longue date, mais elle a profité pour s'exprimer auprès des médias. Et elle a dit qu'elle pensait de plus en plus fort à porter un courant politique nécessaire en France et un peu orphelin depuis la non-représentation de François Hollande, c'est le courant social-démocrate. Cette sensibilité de gauche autour de laquelle s'est toujours construite les victoires de la gauche. Donc, moi qui étais pendant quelques années un collaborateur de François Hollande à l'Élysée, je me retrouve dans cette candidature. En tout cas, je la souhaite, je l'appelle de mes voeux. Je lui ai dit à Anne, on s'est parlé longuement il y a quelques jours. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ? Ce qui me plaît, c'est d'abord la sensibilité politique. Je n'ai jamais été un frondeur. J'ai toujours été un homme de gauche. Vous avez rappelé tout à l'heure en me présentant que j'étais un homme politique du Parti socialiste, et je demeure socialiste, mais je suis de cette gauche qui accepte de mettre les mains dans le cambouis, de gouverner, de se confronter au réel. Et donc, voilà, je me retrouve dans cette aile social-démocrate qui, en principe, accepte de rentrer au gouvernement. Mitterrand, Hollande, Jospin. Donc, ce qui me plaît, c'est ça. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est une femme. Et c'est vrai qu'elle a dit une vérité, c'est que je pense que la France est mûre aujourd'hui pour avoir une femme présidente de la République. Et je ne voudrais pas que ce soit Marine Le Pen. Philippe Buisson, alors on va rester au chapitre politique avec à la une cette semaine cet appel d'une dizaine de présidents de région, de droite comme de gauche. Ils se prononcent en faveur du maintien des élections régionales en juin prochain. Vous nous donnerez votre sentiment là-dessus juste après ce premier reportage. Écoutons les têtes de liste dans notre région.
Pour Alain Rousset, la tribune qu'il a co-signée avec 9 autres présidents de région n'est pas une attaque, mais leur réponse à une rumeur de possible report des élections régionales par le gouvernement. Le porte-parole de LRM qui dit non, les élections se tiendront, mais Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, prenant des précautions. Donc le souhait des collègues auxquels je me suis joint était de dire attention, on est en démocratie. Et la démocratie suppose les élections, à date le plus fixe possible. Contactée, la future candidate MoDem, Geneviève Darrieussecq, nous confirme également son souhait que ces élections se déroulent en juin prochain. La ministre déléguée aux armées pointe cependant la difficulté de l'égalité territoriale de la campagne, avec une crise sanitaire très différente d'une région à l'autre. Un argument réfuté par le Rassemblement national et sa tête de liste, Edwige Diaz. Cette situation nous fait changer nos habitudes de campagne, mais ne nous empêche pas de faire campagne. Donc maintenons ces élections qui sont essentielles pour la vivacité de notre démocratie. Chez les Verts, on demande aussi le maintien de cette échéance électorale. Si les élections peuvent se tenir, il faut qu'elles se tiennent, parce que le débat démocratique est nécessaire, surtout au regard de la période que nous vivons. Mais vous le savez, la décision ne nous appartient pas. La tenue des élections régionales doit être validée d'ici le 1er avril par le Conseil scientifique. À droite, Nicolas Florian, le candidat des Républicains, attend cet avis pour s'exprimer. Les 2 scrutins ont déjà été décalés au 13 et 20 juin prochains. Alors, pour rappel, les élections départementales se tiendront aussi à ces dates-là. Vous prenez le maintien coûte que coûte ou le report ? Bon, j'attends l'avis de la Haute Autorité de Santé qui doit s'exprimer, je crois, dimanche. Donc, et le gouvernement a dit qu'il suivrait cet avis. Mais votre sentiment mon sentiment, c'est que j'observe que de grandes démocraties qui nous entourent ont organisé des élections, aux Pays-Bas, notamment en Allemagne, bien sûr aux États-Unis, bon, en Israël. Voilà, donc il me semble que les temps démocratiques sont des temps à sanctuariser et j'ose croire que les élections pourront se tenir en juin prochain. J'ai en mémoire quand même que le second tour des élections municipales a pu se tenir en juin. Oui, il y a eu 3 mois d'écart entre le premier tour, le second tour. On s'en souvient d'ailleurs d'après un sondage paru récemment pour France Info, 71% des Français se sont déjà exprimés pour le report des prochaines élections. Oui, mais je pense que c'est aux élus de faire la pédagogie de cette élection qui est très importante. Les régions ont pris une place fondamentale, les départements également l'avaient depuis longtemps. Et donc ce temps démocratique on doit le maîtriser et, si possible, le convoquer. Surtout, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça apparaisse comme une manœuvre du gouvernement et du président de la République pour sauter les élections présidentielles, parce qu'on sait, a priori, que ces élections ne seront pas favorables au parti d'Emmanuel Macron, à la REM, et il ne faudrait pas qu'il y ait un doute manœuvrier dans un éventuel report. Donc moi, je préconise que la Haute Autorité de Santé donne son avis et qu'on le suive, et on verra bien dans quelques jours quel sera cet avis. En tout cas, moi, j'observe encore une fois que d'autres grandes démocraties ont su organiser des élections. Allez, poursuivons. Philippe Buisson, autre grand titre de l'actualité dans la région, l'évacuation mercredi du Grand Théâtre de Bordeaux. Il y a une dizaine de jours, des intermittents du spectacle avaient investi ce lieu pour réclamer la réouverture des lieux de culture. Oui, mais voilà, au fil des jours, d'autres occupants s'étaient joints à eux, des militants qui avaient d'autres revendications que celles des acteurs du monde culturel. Une situation qui, aux yeux de la mairie de Bordeaux, était devenue incontrôlable. Retour en images. 13h, les occupants du Grand Théâtre viennent d'être évacués. Une fois dehors, ils bloquent les rails du tram. L'ambiance est tendue, certains s'en prennent violemment à la presse. Allez, par contre, fais pas ça. Je me filme pas si j'ai pas envie que tu filmes. T'as pas le droit de me filmer si j'ai pas envie que tu filmes. Tu n'as pas le droit de me filmer. Le 15 mars, l'opéra a d'abord été occupé par des acteurs du monde culturel. Mais la situation a dégénéré après l'intrusion d'un groupe radical jeudi. Ce matin, la mairie a durci le ton. Dans un premier temps, la police municipale a interdit l'accès au bâtiment et le maire a condamné à nouveau cette occupation. Ce matin, nous sommes allés signifier très clairement aux occupants qu'il fallait que nous souhaitions qu'ils partent dans le calme et que nous avions sollicité une décision de justice pour ordonner cette évacuation s'ils ne partaient pas spontanément. Les élus d'opposition avaient écrit lundi au ministère de l'Intérieur. Cette pression
a fini par l'emporter et la préfecture également, la préfète, a renvoyé le maire à ses responsabilités et donc il a fini par accepter de demander l'évacuation. On a perdu du temps, on a pris des risques et je ne comprends pas pourquoi on a fait preuve d'autant de naïveté. La mairie affirme qu'il n'y a aucune dégradation des lieux. Depuis hier, la coordination des intermittents précaires occupe la Rock School Barbet et interdit l'accès à la presse. Alors c'est une situation particulière là à Bordeaux, ça a dégénéré, mais dans la région, je pense à Périgueux, Limoges ou Poitiers, de nombreux théâtres sont occupés par des intermittents. Qu'est-ce que ça vous inspire cette façon de demander, de réclamer la réouverture des lieux de culture? En tout cas, la France a besoin de culture, nos citoyens nous le disent. Et vous interrogez le maire de Libourne. Moi, je ne suis jamais pour les actions provocatrices. On a vu là qu'il y avait un mélange des genres. Il y avait les intermittents et puis un groupe radicaux qui avait peut-être rien à voir avec le monde de la culture, donc qui mélangeait les combats. Moi, je souhaite que les théâtres puissent réouvrir le plus rapidement possible. Là aussi, en prenant nos responsabilités. Les protocoles sanitaires, on saura les appliquer, quels qu'ils soient. Et puis, il y a ce que nous pouvons faire, nous, collectivités. Donc, par exemple, vous, qu'est-ce que vous faites à Libourne ? Par exemple, demain, dimanche, il y aura un baryton internationalement connu qui viendra chanter à la fenêtre de l'hôtel de ville. Florent Sampé, qui chantera des airs d'opéra devant le marché. Voilà, et ça, c'est tous les dimanches comme ça à Libourne. Je travaille beaucoup avec les services de l'État pour organiser, d'une manière ou d'une autre, le festival des arts de la rue, Festar, cet été. On a, dans nos théâtres, nous, on a un théâtre occupé, parce qu'on a des artistes en résidence. Voilà une forme, il me semble, intelligente d'occupation des locaux et que les pouvoirs publics peuvent générer. Je n'ai de leçon à donner à strictement personne, mais je préfère ce militantisme-là à la place qui est la mienne plutôt que des actions qui troublent un combat qui mérite pourtant d'être mené. Intéressons-nous à présent à la stratégie vaccinale. Mardi, Emmanuel Macron a annoncé l'élargissement de la vaccination aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité. En parallèle, la Haute Autorité de Santé a autorisé les vétérinaires et les dentistes à administrer les vaccins contre la Covid-19. Ça risque de donner un nouveau coup d'accélérateur à la campagne vaccinale, déjà bien lancée en France. Dans l'agglomération de La Rochelle, par exemple, on vaccine à tour de bras. Un troisième centre vient d'ailleurs de voir le jour. Philippe Buisson, on se retrouve juste après ce reportage. Près de 300 flacons ont été livrés ce matin à La Rochelle, de quoi vacciner plus de 2000 personnes. Une première pour de telles quantités. Dès cette nuit, le centre de vaccination a déployé les grands moyens pour s'adapter à cette montée en puissance. Nous avons agrandi la salle d'attente et nous avons augmenté nos nombres de lignes de 4, puis 6 et maintenant 8 lignes. Dans l'agglomération de La Rochelle, 60% des plus de 75 ans a déjà reçu une dose de vaccin et la cadence s'accélère. Il y a une énorme accélération. On vaccine sans arrêt. Ce mercredi, un troisième centre a ouvert ses portes à Nieul-sur-Mer. Une bonne nouvelle pour Arlette et Didier, des octogénaires qui attendaient désespérément leur tour. J'ai 81 ans et puis ça fait au moins une quinzaine de jours qu'on essaye de se faire vacciner. Ça va me protéger, j'espère. Et puis protéger mon entourage, les autres. Une fierté pour le maire de cette commune, un médecin qui orchestre ce plan de vaccination. On a pour l'instant 400 doses de vaccins qu'on doit injecter sur une semaine, c'est-à-dire que ça fait environ 80 patients, 80 personnes par jour. Et progressivement, mais on sera tributaire des livraisons de doses, on va augmenter, je pense 500, 600, pourquoi pas 800 doses. Alors que le gouvernement préconise la création de vaccinodromes, La Rochelle avait déjà anticipé en réquisitionnant cet immense espace de congrès. Organiser un salon ou organiser un vaccinodrome, c'est pas très différent. Donc on s'était dit dès le mois de décembre, l'endroit pertinent, il est ici. La Rochelle va poursuivre son plan tambour battant avec dès le mois d'avril une vaccination qui se déroulera aussi le week-end. Ça fait un peu écho à ce qui se passe chez vous à Libourne. Vous aussi, vous aviez anticipé dès le début de la campagne vaccinale, vous aviez ouvert un gymnase dédié à la vaccination. Quel est votre avis, votre sentiment là, sur la campagne de vaccination de la part du gouvernement ? Bon,
ça a été lent à se mettre en route. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit arriver sur les territoires, et c'est vrai en Gironde, c'est vrai à Libourne, de plus en plus de vaccins, et je confirme ce qui vient d'être dit à La Rochelle, c'est vrai aussi à Libourne, c'est-à-dire qu'on va quadrupler, puis quintupler le nombre de vaccins qu'on faisait il y a quelques temps. Vous étiez à 100 par jour, 600 aujourd'hui, 900 demain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc nous aussi, on vaccine à tour de bras, on va faire des nocturnes, on va ouvrir plus tôt, fermer plus tard, on prévoit de vacciner jusqu'à minuit et demi. Ils vous le réclament, vos administrés? Les administrés, ils veulent des vaccins, et si on a les doses, on aura en face et les outils, et les personnes pour vacciner. Donc ça, la logistique, on saura faire. Ce qui était discriminant aujourd'hui, c'était le nombre de vaccins qui nous manquait. Ça semble se libérer, notamment parce que Pfizer arrive de plus en plus. J'espère que AstraZeneca va également augmenter son nombre de fournitures de doses. Donc les choses vont mieux. Et puis à Libourne, j'ai mis en place, grâce à la communauté d'agglomération du Libournais, que je préside, un Vaccibus qui permet de vacciner aujourd'hui les personnes âgées de plus de 70 ans ou 75 ans dans les villages les plus éloignés. Parce que en milieu rural, on a un peu cette impression, quand on est une personne âgée qui n'est pas mobile, qui n'a pas forcément accès aux réseaux sociaux, à Doctolib, eh bien que les vaccins, c'est fait pour les urbains. Donc, depuis une quinzaine de jours, on pratique le aller vers, c'est-à-dire qu'on a armé un bus grâce au centre hospitalier de Libourne et grâce à l'ARS, et on va vers les gens, et là on vaccine des villages entiers, des petits villages, 30, 40 personnes de plus de 75 ans qui viennent une matinée se faire vacciner. Et c'est également créateur de cohésion sociale et territoriale, c'est très important. Alors, on va se pencher à présent sur les conséquences de la crise sanitaire qui n'épargne aucun secteur. On parle beaucoup du monde de la culture, des patrons de bars ou de restaurants, mais il y a aussi des conséquences plus dramatiques. Je pense aux violences conjugales qui explosent. Elles ont même bondi de 60% pendant le deuxième confinement. En Béarn, pour mieux prendre en charge les victimes, un protocole vient d'être signé entre l'hôpital de Pau, le parquet et l'ordre des médecins. En quoi consiste-t-il? Les explications avec ce reportage. Si depuis juillet 2020, une loi autorise la levée du secret médical, si une femme se trouve en danger immédiat et sous emprise, le médecin généraliste est souvent seul et démuni pour gérer ces situations compliquées. Même s'il a la possibilité, lui, de faire un signalement au procureur sans l'assentiment de la victime, mais après l'en avoir averti, très souvent, il va être confronté à une situation difficile, avec parfois une perte de confiance de la patiente et quelquefois de la famille entière. C'est là qu'intervient un nouveau protocole signé la semaine dernière à Pau. Unique en son genre, il réunit hôpital, justice et médecine de ville. Pour mieux accompagner les victimes de violences conjugales, les médecins peuvent désormais compter sur le soutien de l'unité médico-judiciaire de Pau. Il va falloir accompagner cette nouvelle disposition et la mise en œuvre de ce protocole d'une information auprès des professionnels, parce que certes l'outil est intéressant et novateur et prometteur, mais il faut qu'il puisse aussi être expliqué, compris, et que les médecins soient rassurés aussi dans leur démarche. L'année dernière, 394 victimes de violences conjugales ont été reçues à l'unité médico-judiciaire de Pau. C'est 47% de plus qu'en 2019. Et je rappelle qu'en 2020, en France, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le début de l'année. 24 femmes ont perdu la vie dans des circonstances similaires. L'une des dernières en date, c'est Magali Blandin, cette éducatrice spécialisée abattue par son compagnon à Rennes. Il y a un vrai rôle à jouer là, de la part des collectivités pour cesser ce décompte morbide qu'on donne chaque année. Oui, c'est un vrai fléau. Et je l'observe également sur le territoire que je préside, le Libournais. On a ce type de convention également, ça ne suffit pas. Il faut néanmoins créer des outils, la mise à l'abri des personnes, des femmes, le plus souvent des femmes battues, c'est important. Elles doivent pouvoir être mises à l'abri à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Et c'est là la difficulté. Quand elle appelle à 3h du matin, il faut qu'elle ait quelqu'un en face. Et ça ne peut pas être, excusez-moi, c'est fermé, rappelez demain matin à partir de 8h. Donc ça, on l'a mis en place. Et puis, il faut qu'on se batte, c'est le cas à Libourne, pour maintenir de la médecine légale. Parce que, vous voyez, on a un médecin qui pratique ça au centre hospitalier de Libourne. Son poste est gagé uniquement pour les 6 mois qui viennent. Donc je suis en train de me battre pour que ce poste soit pérennisé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une femme battue, une femme violée, un enfant violenté, eh bien, si en plus il doit aller faire 2 heures de route pour aller au CHU, pour voir un médecin, pour être ausculté, ça rajoute du traumatisme, ça complique. Et ce qu'on sait, c'est que, notamment, la problématique des femmes battues, pour qu'elles portent plainte, il faut que ce soit à proximité. Si c'est complexe, elle ne porte pas plainte. Alors regardons à présent les conséquences économiques de la crise sanitaire dans l'agglomération de Royan. Les professionnels du tourisme s'interrogent. Faut-il, oui ou non, embaucher des saisonniers pour les vacances de Pâques ou pour les vacances d'été ? Vous allez le voir, c'est un véritable casse-tête. Réunion de crise pour ces propriétaires de restaurants et leurs cadres. Objectif, essayer d'imaginer à quoi pourra ressembler leur activité cet été en matière de recrutement si les restaurateurs sont autorisés à rouvrir. Habituellement, nous avons des jeunes que nous pouvons voir en février, Pâques, que ça soit en cuisine ou que ça soit en service. Cette année, on ne va pas l'avoir. C'est-à-dire que les jeunes qu'on va recruter, ils vont être d'emblée dans le grand bain. Cuisiniers, serveurs, barman, plongeurs, ici 65 jeunes étudiants sont recrutés chaque année pour servir jusqu'à 700 couverts par jour en haute saison. Cette année, leur recrutement ne se fait que sur des suppositions. C'est du flou total, c'est-à-dire que là, on part sur des chiffres qui sont... prévisionnels. On estime que ça va se passer comme ça et on va mettre les gens en face, en espérant que les clients seront là, ça on n'en doute pas un seul instant. Le beau temps. Mais il faut que le beau temps soit là aussi. À quelques kilomètres de là, Pascal Parot, propriétaire de plusieurs affaires, dont une boîte de nuit. Chaque été, il recrute une centaine de salariés. Lui ne souhaite pas lancer sa campagne de recrutement avant d'avoir des informations gouvernementales solides. Moi, je ne le fais pas parce que faire espérer à des gens quelque chose qui ne se produira peut-être pas, voilà quoi. L'an dernier, on caressait l'espoir de pouvoir ouvrir juillet-août. Ça n'a pas été le cas. On avait prévu et fait des promesses à quelques jeunes qui comptent sur une saison pour payer leurs études. Et on n'a pas pu tenir nos engagements puisqu'effectivement, on n'a toujours pas réouvert. Bars, restaurants, boîtes de nuit, une chose est certaine, tous les propriétaires d'affaires saisonnières souhaitent pouvoir à nouveau travailler dans les prochaines semaines. Et on comprend pourquoi. Évidemment, une journée comme aujourd'hui, vous voyez Royan, c'est une vraie journée à terrasse, à venir manger dehors, à boire un verre, à manger une crêpe, enfin quelque chose quoi. Non, ça, les gens seront au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais quand ? Chaque été, en Charente-Maritime, les professionnels du tourisme assurent l'emploi de 20 000 personnes. Philippe Buisson, en plus d'être maire de Libourne, vous êtes le président de la communauté d'agglomération du Libournais. Bon, c'est un lieu touristique, un terroir viticole aux appellations mondialement connues et reconnues. Le tourisme, ça vous inquiète, là, cette crise qui perdure? C'est un secteur essentiel chez vous? Oui, c'est essentiel. Je prends un exemple. Le tourisme libournais vit beaucoup... et des autocaristes. À Saint-Émilion, c'est beaucoup des autocars qui viennent visiter, ils ne sont pas là. Et on vit beaucoup aussi désormais du tourisme fluvial. Ces personnes qui payent cher pour faire une croisière d'une semaine sur les rivières de Gironde et visiter intégralement le vignoble de Bordeaux. Bon, ça va être une saison à peu près blanche cette année, parce que ça ne se remonte pas comme ça. Néanmoins, j'ai le souvenir que l'an dernier a plutôt été une bonne saison pour la Gironde, oui, ils avaient réussi à pour se la Gironde rattraper. Et pour les territoires intérieurs en particulier. Donc, parce que les Français ne sont pas partis à l'étranger, beaucoup, et donc ils ont visité des coins. Ça a été une saison exceptionnelle pour la Dordogne, c'était une saison exceptionnelle pour Libourne l'an dernier, malgré le manque de touristes étrangers. Donc, ce que j'espère, à minima, c'est que et puisqu'on nous annonce une immunité collective pour la mi-juillet à peu près, c'est que la saison sera plutôt une bonne saison, parce que les Français auront envie de faire la fête, de consommer, de prendre des vacances, de se reposer, de se retrouver. Pour les vacances de Pâques,
les ponts intermédiaires du mois de mai, là, ça va être beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est complexe, y compris pour les finances des collectivités, qui ont beaucoup investi en matière d'équipements touristiques et qui se retrouvent sans recettes. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission, mais vous restez avec nous. Regardons ce reportage tourné en Limousin où les éleveurs laitiers s'inquiètent de cette décision du Conseil d'État. Désormais, les fabricants ne sont plus obligés d'indiquer la provenance sur leurs produits. Regardez. Indiquer l'origine du lait sur les étiquettes ou les emballages n'est plus obligatoire. Le décret qui imposait la mention de ces informations vient d'être annulé par le Conseil d'État suite à un recours du géant laitier Lactalis. Pour les producteurs de lait, ces indications sont pourtant précieuses. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout pour nous parce que moi j'ai l'impression que le consommateur il a plutôt besoin de plus d'informations que moins d'informations et le fait de lui enlever l'origine des produits risque de le perdre encore un petit peu plus dans ses choix de consommation. Selon cet éleveur, l'indication du lieu d'origine est la garantie d'une certaine qualité. La production quotidienne de son exploitation est conditionnée dans une coopérative de Haute-Vienne. Ici, la mention du lieu de production est devenue incontournable et la décision du Conseil d'État n'y changera rien. On va continuer à prôner encore plus fièrement notre origine du lait, à savoir du lait du Limousin, car c'est notre marque de fabrique, c'est notre credo. C'est un lait qui est d'une richesse extraordinaire. On est réputé pour avoir le pays vert, donc avec une qualité d'herbage de très haute qualité justement. Or, le lien entre origine géographique et propriété du lait n'est pas démontré par le décret visé. L'industriel Lactalis se félicite de cette annulation qui garantirait désormais la libre circulation au sein du marché européen. Rappelons que la France exporte près de la moitié de sa production laitière. Ça vous inspire quoi, une réaction là-dessus ? Lactalis joue pas le jeu à tort et donc il faut privilégier ceux qui vont garder sur les produits l'origine du lait. Allez, dernier reportage avant de se quitter et on reste dans le milieu agricole. À une semaine des fêtes de Pâques, les éleveurs ovins sont en plein préparatif puisque la consommation d'agneaux augmente traditionnellement à cette période de l'année. Direction Liorac-sur-Louire en Dordogne. C'est une expertise qui se joue sur le bout des doigts. Celui-là peut-être. Philippe Lacaze passe d'élevage en élevage pour déterminer quels sont les agneaux prêts à partir. On regarde son état d'engraissement en faisant des palpations sur les côtes, et sur le dos et le rein. C'est le bac qui porte la demande, qui multiplie la demande par 2 voire par 3. Donc tous les éleveurs nous sollicitent pour faire du tri et pour anticiper les départs vers les différents points de vente. Des fêtes de Pâques peut-être un peu plus normales que les précédentes. En 2020, en plein confinement, les revendeurs étaient restés frileux, anticipant qu'il n'y aurait pas de repas de famille. Les éleveurs avaient dû s'adapter. On avait une grosse quantité d'agneaux, mais par contre, on n'était pas sûr d'avoir un débouché. Donc on a dû faire marcher un peu la créativité, faire marcher les réseaux. Au final, les agneaux s'étaient mieux vendus qu'espérés. De quoi remettre en question au moins une partie du fonctionnement de la filière. On a l'impression qu'il y a eu un rappel à l'ordre de l'idée de se dire c'est bien de consommer des produits qui viennent du monde entier, mais demain, s'il y a à nouveau une pandémie, si les frontières sont bloquées, la personne dont j'ai le plus besoin, c'est celui qui est à côté de moi. Aujourd'hui, l'agneau français se porte plutôt bien, avec des prix favorables aux éleveurs. Mais la dépendance aux importations reste importante. On ne produit que 4 agneaux sur 10, donc le reste est principalement importé. Il y a un manque de production sur la partie ovin-viande, parce qu'en plus elle est très régionalisée en fonction des bassins de production. Et on aurait tendance à vouloir le redévelopper. En Dordogne, 1500 agriculteurs produisent de l'agneau, mais seulement une quinzaine en vit de manière exclusive. Et c'est sur ces images d'agneaux du Périgord que s'achève cette émission. Merci Philippe Buisson de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, vous êtes le maire socialiste de Libourne et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un autre numéro de 20h, le rattrapage. En attendant, passez une très belle soirée sur Noah.